C'est un petit peu pareil. Il y a eu par contre un crédit vendeur entre Monsieur Corot et moi-même, et après donc une partie à titre personnel qui ne s'est pas fait par ma banque personnelle, donc qui s'est fait par le biais de la banque de l'entreprise, qui m'a ouvert un compte personnel à côté et par annuité donc le restant des départs que j'ai donc fait en juillet cette année va se faire comme ça. Donc, mais sans apport, sans rien. Est-ce que M. Boulet et vous, M. Corot, vous avez joué un rôle pour épauler les repreneurs, pour les épauler dans leur démarche, notamment au niveau des banques, pour avoir pour qu'ils puissent financer la reprise d'entreprise? Mais au niveau des banques, en fait, si vous voulez, bon, la banque, pour ma part, ça faisait 40 années que je travaillais avec. Bon, ils me connaissaient. Je veux dire, bon, j'ai parlé de transmission, etc. Mais j'ai été d'abord vers eux pour voir la faisabilité du projet et parce que je savais que M. Bonnet n'avait pas l'apport non plus de base. Donc, moi, j'ai eu l'aide des banques, par contre, enfin, de la banque qui nous a... voilà, et puis, bien sûr, j'ai participé moi-même en faisant un crédit vendeur. D'accord. Et vous, M. Boulet? Oui, alors c'est l'occasion pour moi de revenir un petit peu sur ce qui a été dit au niveau humain tout à l'heure, quant aux embauches éventuelles pour la passation de pouvoir. On n'a pas eu une méthode aussi systématique parce que la taille de l'entreprise ne nous l'imposait pas. On a plus été concentré sur la logistique de l'accompagnement de la cession. Donc on a pu mesurer les apports éventuellement extérieurs quant à réaliser nos chantiers et faire de nouvelles embauches éventuellement du fait de la mobilisation de Sylvain ou de la mienne. Mais l'ensemble de l'énergie a été consacré à finaliser le projet. Et en l'occurrence, au niveau humain, Sylvain prenait de nouvelles responsabilités puisqu'il élaborait tous les devis et donc il avait de nouvelles tâches. Et la mienne, essentiellement, était de superviser, je vais dire, ou d'accompagner aussi bien le travail qu'il faisait que de préparer techniquement les dossiers de transmission. Et en l'occurrence, mon travail essentiel pendant presque 1 an et demi a été de consulter les chambres consulaires pour vérifier que l'estimation que nous faisions était dans les normes d'une transaction acceptable pour moi, enfin souhaitable pour moi et acceptable pour l'acheteur évidemment. Et donc toute mon énergie a été consacrée à faire des plans de financement à partir de l'enveloppe qu'on avait imaginée et consulter aussi bien les chambres consulaires pour estimer le bien et également aller voir nos partenaires financiers, donc nous y arrivons, les banques. C'est moi qui me suis mouillé de par notre historique financier chez nos partenaires bancaires pour élaborer un projet de cession qu'ils voudraient bien accompagner. Voilà. Et on peut dire que sur les 2 banques qui étaient nos partenaires parce que légitimement ils avaient tous nos flux financiers ou étaient consultés sur les emprunts qu'on pouvait faire de temps en temps, une banque a dit banco depuis le début, avec tout simplement un bilan prévisionnel, mais qui était dans la logique des 35 bilans précédents. Hein. Et une banque a dit banco depuis le début, et une banque nous a dit je ne veux pas y aller parce que le jeune homme, il n'a pas assez de garanties à présenter. Voilà. Bien, donc le financement est évidemment un des gros problèmes. Je peux vous dire qu'il y a actuellement des projets qui pourraient peut-être aider dans certains cas des transmissions. Le premier projet, c'est la Chambre de commerce de Paris qui est en train de l'étudier. Ils appellent ça le financement des baux commerciaux, c'est-à-dire ce seraient des prêts qui seraient faits par Oseo, enfin c'est à l'étude, hein, je ne peux pas vous dire exactement si ça va déboucher, mais qui permettraient de financer les dépôts de garantie et les loyers payés d'avance. Dans certains cas, ça peut arriver à des certaines sommes, mais surtout, ça peut éviter d'écorner l'apport du repreneur qui peut donc utiliser notamment pour acheter le stock, par exemple. Et deuxième projet qui, lui, est plus avancé puisqu'il y a eu un accord entre les syndicats patronaux et salariés le 19 octobre, donc vous voyez que c'est tout récent, ce projet devant être entériné maintenant par l'Assemblée nationale, c'est, vous en avez tous certainement entendu plus ou moins parler, les fameux contrats d'emploi génération.
Eh bien, figurez-vous que, évidemment, ces contrats emploi-génération sont prévus pour embaucher des salariés jeunes qui seront aidés par des seniors et qui ne partiront pas tout de suite. Mais il a été ajouté dans la convention entre les syndicats 2 lignes qui disent que ces contrats peuvent être faits dans le cadre d'une reprise. Ça veut dire que l'acquéreur devient le junior dont l'emploi sera subventionné par l'État. On ne sait pas encore combien, ça doit être entériné par l'Assemblée, mais actuellement, les chiffres avanceraient, c'est de l'ordre de 2 000 € par an, et ceci pendant 3 ans. Ce n'est pas négligeable dans le cadre d'une reprise, et ce d'autant que l'emploi senior, lui, est également subventionné, serait également subventionné pour 2 000 € par an aussi, jusqu'au moment où le senior prend sa retraite effectivement. Donc ça peut être un petit coup de pouce aussi, et c'est là où on voit qu'il y a des choses à éplucher, mais il faut aussi avoir recours, je crois, à des professionnels, aux chambres consulaires, aux experts comptables, de façon à avoir les meilleurs conseils possibles. Il y a aussi la possibilité de voir les plateformes initiatives, qui normalement devaient à l'origine aider les créateurs, mais qui maintenant, dans certains cas, chez moi dans le Nord, en tout cas sur la métropole lilloise, ça se fait, aident aussi des repreneurs pour des reprises et font des prêts sur l'honneur jusqu'à 30 000 €, pardon, le tout sans intérêt et sans garantie. Donc ces prêts sur l'honneur étant la plupart du temps considérés comme un apport personnel par les banques. Donc ça, ce sont des petites pistes qu'il faut aussi envisager et qui viennent compléter les 2 exemples qu'on a vus et qu'on va continuer à voir. Évidemment, comme nous le disait quelqu'un dans l'atelier précédent, sont des exemples idylliques, ça s'est passé merveilleusement. C'est lié, je crois, à la personnalité de chacun. Mais nous sommes là aussi pour étudier des cas où, éventuellement, ça ne se passe pas aussi bien. Hein ? Oui, vous me permettez ? Je voudrais parler d'outils qui peuvent favoriser aussi les transmissions à salariés. Alors ces outils existent, ils ne sont pas forcément... vous ne serez peut-être pas tous d'accord avec l'exploitation de l'outil, mais l'outil existe. Voilà. On a parlé tout à l'heure de crédit vendeur. Hein. Effectivement, si on part du principe que la faisabilité économique a été validée, donc est-ce que l'entreprise a ou non les moyens de financer son rachat sur une durée donnée ? Après, c'est la façon dont va être organisé le financement. Le crédit vendeur est intéressant, surtout dans le cas de monsieur, où finalement vous avez cédé 75% des titres de la SARL qui louait le fonds, qui vous louait le fonds, et vous avez fait un crédit vendeur. Pendant toute la durée du remboursement, vous étiez à la tête de l'entreprise. Donc vous avez assuré vous-même quelque part la pérennité de votre crédit vendeur, ce qui est un élément essentiel certainement pour ne pas dépendre, je dirais, de son repreneur dans l'avenir sur son revenu futur. Et puis ensuite, monsieur, vous êtes endetté à titre personnel, je crois, pour pouvoir racheter les titres, les 25% restants des titres. Et là, donc, vous avez libéré en fait votre cédant qui a pu vaquer à ses occupations. Bon, crédit vendeur, comment le déterminer ? C'est les besoins immédiats du cédant en matière de capitaux, évidemment, qui vont nous donner le curseur entre l'emprunt bancaire et le crédit vendeur. Ainsi, une partie de crédit vendeur sont des revenus qui sont constants, mais peut-être que pour réorganiser sa vie, par exemple, de retraité, le cédant aura besoin de capitaux. Donc ce curseur est en fait part bien de l'analyse patrimoniale des besoins en matière de revenus du cédant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les salariés quand ils reprennent. Vous avez un salarié dans l'entreprise, il a un statut de salarié. Si vous l'amenez au pouvoir et que, par exemple, vous le nommez co-gérant, il va changer de statut. Alors on n'a pas encore une grande visibilité sur l'impact économique pour l'entreprise de ce changement de statut au regard de la loi qui va sortir bientôt, la loi de finances 2013 et la loi de financement sécurité sociale. Parce que jusqu'à maintenant, on pouvait dire que quand on changeait de statut social, c'était généralement à la faveur de la charge entreprise. Une charge entreprise pour financer un revenu de non-salarié est jusqu'à aujourd'hui plus avantageuse pour l'entreprise que pour financer un revenu de salarié. Donc si la personne est salariée, que je fais un changement de statut, je vais bien souvent aller avoir des économies d'échelle, évidemment en ayant pris soin de continuer à protéger le salarié qui devient non-salarié de la même façon avec des assurances privées facultatives. Donc, on peut gagner ici en faisant un changement de statut social. Ensuite, deuxième point, ce salarié qui va reprendre ne va pas forcément avoir les fonds pour pouvoir apporter. Il y a un article du Code des impôts qui est le 790A qui permet de donner aux salariés. Alors, donner aux salariés, ça peut faire bondir certaines personnes et certains dirigeants en particulier en disant « il n'est absolument pas question que je donne quoi que ce soit à mon salarié ». Mais
Si on a une société et qu'on donne par exemple 10% de la société pour pouvoir vendre 90 autres pourcents, parce qu'en fait, la donation de titres aux salariés va permettre aux salariés de mettre dans la balance un apport en titres. Puisqu'il n'a pas de cash, on lui donne et il peut donc favoriser comme ça le rachat du reste. Vous savez que quand on donne entre deux personnes qui ne sont pas du même sang, il y a des droits de mutation à titre gratuit qui sont très très élevés. C'est 60% en fait. Par exemple, je donne 100 000 € de titres à un salarié, je dis n'importe quoi au niveau des montants bien sûr, eh bien ça va coûter 60 000 € de droits de mutation aux salariés. Sauf que le 790 dont je parlais offre un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds de commerce dans la donation. C'est-à-dire que si je donne à un salarié, par exemple, un montant d'une valeur de 100 000 €, je pourrais avoir des droits de mutation quasi nuls. Donc vous voyez qu'en fait le législateur a favorisé la donation à salariés. Ce n'est pas pour rien. Je ne pense pas que le législateur ait pensé à un moment qu'on allait tout donner aux salariés. Par contre, ça favorise effectivement le montage. Donc il faut y penser, d'autant plus que cet abattement-là peut se cumuler avec l'abattement du trade, donc, qui permet de baisser la base de donation de 75%. Vous savez qu'on peut réduire à 25% la base imposable. Et quand on utilise finalement tous ces principes-là, que ce soit en matière de donation familiale, donation à salariés, la France est un paradis fiscal. Et ça devient un enfer lorsqu'on veut vendre. Vous le voyez dans la loi de finances qui va sortir. Donc pensons-y, pourquoi pas, à organiser une partie de donation pour pouvoir finalement, au lieu d'amoindrir un prix de cession, eh bien, passons un prix normal dans une évaluation tout à fait normale, donnons une partie, vendons le reste. Pourquoi pas, Maintenant, ça c'est l'aspect fiscal. Si on va chercher l'aspect social, on l'a vu tout à l'heure, pour pouvoir amener le salarié au pouvoir, il y a des analyses à faire sur son statut, qui peuvent libérer de la charge d'entreprise. Il y a d'autres choses à faire. Prenons un dirigeant cédant qui a passé l'âge légal de sa retraite. Il a dans sa carrière 30 années de salarié, cadre, etc. Et depuis 10 ans, il est TNS, cotisant RSI, par exemple, branche commerciale. Il a donc finalement une retraite acquise au titre de son activité de salarié qui, par exemple, donnant 25 000 € sur cette partie de retraite. On va aller lui suggérer de liquider, après étude bien sûr, cette partie de retraite qui est une retraite partielle. Il va continuer à cotiser au RSI tout en ayant amené son salarié avec lui au pouvoir en cogérance. Et les 25 000 € de retraite annuelle qui sont servis par la sécurité sociale, l'ARCO-AGIRC, il est donc en cumul emploi-retraite, eh bien, on va s'en servir tout simplement pour baisser sa rémunération professionnelle, libérer donc les 25 000 de net plus la charge sociale, ça va correspondre à peu près à 40 000 € libérés pour l'entreprise. Et avec ces 40 000 €, on pourra favoriser la transmission le temps où le cédant accompagnera le repreneur. Par exemple, en intégrant un nouveau salarié qu'il va pouvoir former pour le remplacer quand il partira. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les besoins d'une entreprise pour remplacer son cédant. Il y a donc des outils à la fois fiscaux, à la fois sociaux, qui permettent de favoriser ces transferts et ces transmissions d'entreprise. Et en fait, il y a des corrélations très fortes entre le fiscal et le social, puisque vous le savez, quand on va, par exemple, vendre une entreprise ou une société, il va falloir liquider dans les 24 mois un régime de retraite pour avoir une exonération. Mais si par hasard, on n'a pas vu la réforme sur l'âge légal de retraite qui vient de passer 3 mois avant, et vous savez qu'il y en a une tous les 6 mois actuellement, il y a encore 7 mois, on était à 62 ans, puis là, on est revenu à 60 ans pour certains. Donc les cabinets et les centres de gestion peuvent se perdre aussi dans cet âge légal, parce que si l'âge légal n'est pas calé au bon endroit, vous risquez de faire passer à côté d'une exonération fiscale pour vos clients. Donc ces corrélations-là doivent être vues. C'est pour ça qu'il faut travailler en interprofessionnalité. C'est assez technique en fait. Merci. Et tout à l'heure, M. Boulet nous disait, de toute façon, moi j'avais l'intention de céder, je ne trouvais pas de repreneur, et à un moment, vous aviez même envisagé de prendre votre retraite et carrément d'arrêter l'exploitation, purement et simplement. Parfois, il vaut mieux faire ce genre de montage, même si c'est un petit sacrifice, mais au moins, ça permet de céder l'entreprise et l'essentiel est préservé. Je pense que ça, c'est important aussi. Deuxième point également que nous pourrions voir sur le problème des transmissions, c'est le problème des baux, c'est le problème des loyers, sachant que le deuxième poste dans un bilan au niveau des dépenses maintenant, c'est l'immobilier, c'est-à-dire montant du loyer et des charges. Donc, vous avez eu la chance, vous, de négocier entre vous et sans heurts. Ça veut dire qu'il y a un équilibre entre le montant du loyer et le montant du prix de cession. Parce que très souvent,
le cédant est propriétaire de ces murs, enfin très souvent, ça arrive quand même, assez souvent, ne paie pas le loyer et lorsqu'il cède, il tient compte des bénéfices qu'il a en bas de bilan pendant son exploitation, mais il ne tient pas compte que pour le repreneur, ces bénéfices ne seront plus les mêmes parce qu'on sera obligé de lui consentir un bail et il sera donc obligé d'enlever des charges de loyer de son bilan et que donc quand la banque va regarder son provisionnel, elle ne trouvera pas le même bas de bilan si vous voulez et donc le prix de cession doit en tenir compte parce que voit la banque, en définitive c'est la banque qui décide avant tout de votre prix de cession, puisque si elle ne finance pas, la cession ne se fera pas. Elle voit combien peut payer le repreneur une fois qu'il a payé le loyer et une fois qu'il a ce qu'il faut pour vivre, en gros. Alors, il faut savoir aussi que là, il y a un autre facteur qui intervient, c'est le bail lui-même. Ça veut dire que lorsque vous cédez votre entreprise, mais ça peut ne pas être toute l'entreprise. Si vous avez une activité, par exemple, qui ne marche plus ou une activité qui est en difficulté, je vous citerai la photographie, par exemple, avec le numérique, il y a eu pas mal de photographes qui ont eu des difficultés, vous avez du mal à céder votre entreprise. Vous allez céder quoi? Vous allez céder le droit au bail. Mais le droit au bail, il y a des conditions à respecter. Ça veut dire que la loi dit que pour avoir droit au renouvellement de son bail, il faut non seulement être inscrit au registre du commerce, être propriétaire du fonds, bien sûr, mais il faut aussi avoir exploité le fonds au moins pendant 3 ans avant la fin du bail. Sinon, on n'a pas droit au renouvellement. Et là, on ne peut rien y faire. Si bien que si vous cédez votre droit au bail alors qu'il ne reste plus que 2 ans de bail, au bout de 2 ans, votre propriétaire est en droit de dire monsieur, vous n'avez pas 3 ans d'exploitation, vous n'avez pas droit au renouvellement, je récupère mes billes, c'est-à-dire que vous devez partir et je ne vous dois aucune indemnité. Évidemment, ça vous mène droit au tribunal parce qu'il y aura des dommages et intérêts qui seront demandés par l'acquéreur, si ce n'est pas une résiliation pure et simple de la cession avec restitution du prix. Donc, il faut veiller à ça. Il y a aussi d'autres choses qu'il faut veiller, c'est le formalisme dans le cadre d'une cession qui est prévu dans le bail. Vous avez des clauses de cession dans le bail qui sont parfois plus simples, mais qui parfois obligent à prévenir le vendeur, bien sûr, enfin le propriétaire, mais aussi à le faire intervenir dans l'acte de cession, sous peine d'inopposabilité de la cession. Ce qui veut dire que si ce formalisme n'a pas été respecté, le vendeur est en droit de vous dire « mais moi je ne vous reconnais pas comme étant un occupant locataire commercial de mes locaux, vous êtes là sans droit ni titre puisque vous n'avez pas respecté le bail, je demande la résiliation du bail ». Donc ça aussi, c'est très important. La première chose à faire est donc bien une étude du bail, savoir si, dans le cadre d'une cession, si on ne change pas d'activité, qu'il n'y a pas de déspécialisation, bien sûr, si on n'est pas dans la 3e période triennale, et s'il n'y a pas, je vais dire, un certain formalisme de prévu dans l'acte de cession. Ça peut être aussi l'obligation de faire la cession par acte notarié, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Donc ça, c'est très important à respecter. Sinon, on risque d'avoir une résiliation du bail pur et simple. Et je dirais que, bien sûr, pour les cédants et les repreneurs, c'est grave, mais aussi pour le professionnel, puisque c'est quand même sa responsabilité qui est engagée s'il a donné un mauvais conseil. Je pense que ça, c'est très important et qu'il faut absolument l'avoir en tête. Voilà. Alors, vous aviez parlé aussi tout à l'heure. Pour vous, une des difficultés lors de la transmission en tant que repreneur, c'était d'apprendre un peu tout le problème de gestion, les charges sociales, enfin, etc. Donc ça, si vous pouviez nous en parler également un petit peu. D'apprendre, je ne sais pas, mais enfin, disons qu'on est confronté au moment où on reçoit effectivement les charges à payer le jour même, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des charges, notamment sur les charges personnelles, en fait, qui interviennent là, en fin de 2e année. Et là, elles se cumulent avec celles de la 2e année. Et donc là, c'est vrai que moi, j'en suis en plein dedans, c'est pour ça que je peux vous en parler. Donc c'est vrai que ça, j'étais un peu surpris parce que je ne l'avais pas compris comme ça au départ, ou je n'avais pas voulu le comprendre, je ne sais pas exactement, je ne veux pas jeter la pierre à personne. Mais disons que c'est vrai que là, quand on se sent confronté à ça, voilà, c'est un problème qui est assez lourd à gérer sur le coup, quoi. Donc il faut avaler la pilule, comme on dit. Bon, ça y est, on va de l'avant. Là, on a encaissé le truc, ça se passe bien. Mais c'est vrai que pour ça, je trouve qu'on devrait être un peu mieux informé. Alors, je ne sais pas par qui, par quoi, peut-être par le comptable dès le départ, évidemment. Donc, il ne faut pas avoir peur de lui poser la question et lui demander des éléments. Bon, je dirais que le centre de gestion peut aussi faire une formation là-dessus, puisque nous sommes des partenaires et complémentaires, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un peu plus en amont que j'aurais aimé. Moi, j'ai besoin d'avoir des chiffres, en fait, si vous voulez. C'est bien beau de me dire, il va y avoir ça qui va tomber, il va y avoir ci. Moi, j'ai besoin d'avoir à peu près des chiffres, des montants pour pouvoir
pour pouvoir gérer le truc comme il faut, quoi. Voilà. J'aurais aimé un peu plus d'informations là-dessus. Maintenant, bon, c'est fait et c'est passé. Je crois que là, on va presque arriver à la fin de l'atelier déjà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces différents sujets que nous avons déjà abordés? Avons-nous été trop compliqués ou avons-nous été trop complets? Pas de questions? Christiane, tu n'as pas une petite question pour nous? Michel? Bon, eh bien écoutez... Oui, allez-y madame. Je vais reprendre la question avant parce que les autres n'ont peut-être pas compris. Donc madame nous pose la question, parce que comme elle n'a pas de micro, pour que vous l'ayez bien comprise, le statut de co-gérant, est-ce que c'est une question de gestion simplement ou est-ce que c'est un vrai pouvoir dans l'entreprise? Donc je vous laisse répondre. Oui, donc pour répondre à la question, oui, le statut de co-gérant, bon, je pense que c'est M. Corot qui l'avait un petit peu réfléchi aussi et qui me l'a proposé et je pense que c'est ce qui m'a fait du bien à moi aussi. Parce qu'avant de racheter quand même les 75%, j'avais déjà la température, puisque déjà j'avais la signature du chéquier, enfin, je gérais déjà la société. Je voyais un petit peu, ça m'a permis de voir un petit peu comment fonctionnait la société, et comme disait mon collègue, voir un petit peu ce qu'on paye en charge, tout ce qu'il y a à côté de tout ce qu'il y a à vivre pour une société. Donc moi, je sais que ce passage-là m'a ouvert les yeux, oui. Parce que y aller dans le vif du sujet, je pense que bon, j'aurais fait avec, mais cette partie-là m'a fait du bien. Ça, c'est la partie prise de possession du pouvoir. Il y a aussi la partie économique, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vient en cogérance et que le collège de gérance est majoritaire dans une SRL, à ce moment-là, il devient non salarié. Et les charges de non salariés, pour l'instant, sont encore plus légères que celle de salarié. Donc forcément, il y a un coût moindre. Par contre, la contrepartie, c'est que la prestation sociale est moins importante non plus. Arrêt de travail, invalidité, décès, retraite. Donc il y a une étude à faire pour équilibrer tout ça. Mais sur des grosses rémunérations, par exemple, parfois on en voit dans les TPE, on arrive à des gains qui sont parfois de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la charge sociale. Oui. Pouvez-vous nous dire un petit mot sur la valorisation des parts, des rachats de parts? Est-ce qu'il y avait des différences de rachat? Quelle valeur, à quel niveau mathématique ou patrimonial avez-vous racheté? En fait, comment s'est passée un petit peu l'évaluation de l'affaire de votre entreprise? Vous aviez peut-être une valeur de marché? Vous aviez des propositions de rachat? Ça s'est fait savoir? Oui, nous avions... disons que c'est une entreprise de prestation de services, donc en fait, elle était un peu convoitée, donc forcément, il y a plusieurs personnes qui sont venues, me voir en entreprise pour me faire des propositions. Donc bon, déjà, ça me donnait déjà une idée de la valeur de l'entreprise. Puis après, bon, moi, au moment où j'ai pris la décision de vendre ma société, à ce moment-là, je me suis rapproché de mon comptable qui a un service qui m'a donné la moyenne. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, c'est pas ce qui m'a fait calculer le prix, en fait. C'est en passant directement par la banque et de voir la faisabilité du projet. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ce... Je pense que l'évaluation, si ce sont des parts sociales, évidemment, c'est l'expert comptable qui est le mieux placé pour faire une estimation, puisque là, on est sur une estimation, je dirais, purement comptable, si je peux me permettre. Par contre, dans d'autres cas, où par exemple, pour un fonds de commerce, c'est la valeur du droit au bail qui a plus d'importance peut-être que le fonds de commerce. À ce moment-là, il faut quelqu'un qui connaisse bien le marché, parce que là, c'est une valeur d'emplacement, et je dirais que c'est un peu moins comptable, c'est plus de l'emplacement. Donc, c'est pas toujours la même solution, si vous voulez, suivant ce qu'on veut faire et suivant la forme que revêt la transmission de l'entreprise ou d'un élément de l'entreprise, on ne peut pas avoir les mêmes solutions. Je crois que tu avais une question aussi.
D'accord. Donc, ce que nous pose comme question notre ami, c'est quel était le rôle de l'expert comptable dans les 2 cas de session, s'ils ont été satisfaits de son intervention, et éventuellement aussi qu'est-ce qu'ils attendent ce qu'ils auraient pu attendre d'un centre de gestion dans ce problème de transmission. Alors, je vous laisse répondre, hein, évidemment. Oui, moi, je veux bien répondre, parce que c'est vrai que j'ai eu un partenariat très long et très assidu avec mon expert comptable. Il s'est beaucoup amusé de me voir prendre en main moi-même la comptabilité de l'entreprise. Et donc, c'est vrai que je ne l'interrogeais que sur les points les plus sensibles du fonctionnement de l'entreprise. Au moment où il s'est agi de céder l'entreprise et de faire son évaluation, je l'ai consulté. Mais je l'ai consulté au même titre que j'ai consulté d'autres personnes qui étaient soit dans le secteur consulaire, à la Chambre de commerce en l'occurrence, ou même des agents immobiliers. Et donc, si vous voulez, cette espèce de moyenne que nous avons fait, je l'ai pilotée avec la consultation de l'expert comptable qui m'a avoué son incompétence à faire une estimation du fonds de commerce que nous gérions, j'allais dire ensemble. Et il m'a laissé mettre des éléments qu'il me produisait, au vu notamment des bilans qu'il nous faisait chaque année. Et donc, on a été amené à travailler avec notre expert comptable, mais je dois le dire, en consultation, plus qu'en expertise. Ou alors, si vous voulez, on a fait une moyenne d'experts. C'est-à-dire que cette moyenne a été faite avec les moyens que nous a donnés l'expert comptable, les moyens que nous ont procurés la Chambre de commerce, puisqu'ils ont à leur disposition des méthodes qui paraissent fantaisistes, tellement elles sont à l'opposé, quoi. Nous sommes prestataires de services et on nous demandait d'évaluer le fonds avec nos achats, avec nos stocks. C'est aberrant d'imaginer qu'il faille faire des moyennes avec des éléments comme ça. C'est absurde, absurde. Et puis, c'est très complexe. Entre 2 entreprises, vous avez des éléments qui sont complètement différents. Entre être paysagiste dans un secteur concurrentiel en temps de crise et avoir des contrats d'entretien avec des entreprises comme EDF qui vous renouvellent vos contrats pendant 10 ans de suite, on ne peut pas faire une estimation correcte du fonds de commerce. Voilà. Alors, donc, pour répondre à votre question, oui, l'expert comptable a été un élément important de l'évaluation. Mais en l'occurrence, nous concernant, on l'a plutôt tenu informé. Oui, alors pour notre part, bon, moi j'ai demandé un accompagnement à mon cabinet comptable qui a un service juridique, et moi je suis très satisfait de ce qui s'est passé. J'ai demandé que chaque rendez-vous soit pris en toute transparence, c'est-à-dire à chaque fois j'ai voulu que Patrick Bonnet soit là, et de manière à ce que tout ce qui s'est dit à partir du moment où j'avais décidé que l'entreprise j'allais la vendre, j'ai voulu que tout soit fait en parfaite transparence. J'ai demandé qu'on convoque le banquier à l'entreprise, etc. Donc à chaque fois, nous étions tous les partis réunis. Et pour moi, aujourd'hui, je dis que ça a été une merveilleuse histoire humaine, parce que bon, moi, je voulais fermer la porte sans courant d'air. Et franchement, la société comptable qui nous a accompagnés m'a permis de réaliser ça. Et Patrick Bonnet, bon, avec qui on en parle souvent, pour lui, bon, c'était pas évident non plus. Hein. Il achetait une entreprise, il savait pas trop, etc. Il n'avait pas trop l'habitude d'un bilan. Eh ben, j'ai demandé qu'on explique. Bon, il a passé du temps avec des personnes qui l'ont reçu, etc. Pour moi, ça a été génial. C'est Patrick, je ne sais pas comment il l'a vécu. Oui, il a raison. Donc, c'est vrai que le cabinet comptable, autant le social à l'intérieur, le juridique et tout ce qu'il y a autour de ça, m'ont vachement épaulé, aidé.
et même à s'appeler avec l'expert comptable le samedi matin pour m'éclaircir sur des bilans. J'avais un tas de questions à poser puisque j'étais quand même un homme de terrain et arriver bon, tout doucement, même si j'y arrivais doucement, à gérer la société, c'était pas évident. Mais bon, comme dit M. Corot, chapeau à toutes les personnes qui ont participé à cette vente. Maître Birag aussi, qui fait partie du cabinet comptable. Enfin, voilà, toutes les personnes se sont tout le temps réunies à chaque réunion et d'où le bon passage donc, entre M. Corot et moi-même pour reprendre la société. Voilà. Ah oui, complet, ouais. Il faut que ce soit... Enfin, je pense que nous deux, on n'y serait pas arrivé. Ou alors on aurait fait peut-être... D'ailleurs, on a failli faire quelques petites bêtises, mais bon, pas de bêtises, mais bon, juste sur des points où il aurait fallu... Voilà. Moi, je me suis équipé d'un conseil, par contre, à la base, pour m'éclaircir à moi aussi, personnellement. J'ai pris un conseil et pour les 25%, les parts restantes, donc là, non... j'ai pas pris de conseil. Mon conseil, bon, je lui en avais parlé et il m'a dit de toute façon, il n'y a pas de souci, tout est clair, tout est transparent, donc il n'y a aucun souci. Oui, pour moi, la transmission, en fait, ça a été, bon, je le répète, un travail d'équipe, c'est vrai, mais bon, d'abord, ça a été ce côté humain où on s'est rencontrés avec Patrick. Ensuite, bon, c'est tous les acteurs qui sont là, en fait, qui ont fonctionné dans notre sens, avec ce que, enfin, nous étions porteurs de ce sens-là, et je pense qu'on a été compris et par le banquier, et par le comptable, et par les personnes qui nous ont entourés, et c'est ça qui a fait, je pense, la réussite de ce projet. Et encore, ce sont des exemples où tout se passait bien. Donc imaginez si ça se passe un peu moins bien, alors là, le travail d'équipe est encore plus important. Je propose que M. Bessières fasse peut-être... Ah, pardon. Une autre question. Nous sommes ici à la Fédération des centres de gestion et vous nous parlez à l'évidence des acteurs économiques qui vous ont accompagné. Une question très simple. Est-ce que les centres de gestion vous ont vraiment accompagné et que pensez-vous de l'outil qui est à votre disposition des dossiers de gestion, soit pour la progression. C'est vrai que quand on parle ainsi, on pourrait considérer le dossier de gestion comme inutile, en définitive, puisque vous avez des experts comptables à côté, ou alors comme une Bible qu'on regarde de temps en temps, puisqu'il y a des indicateurs, des ratios qui sont utiles. Est-ce que vous en êtes servi pour la progression, et notamment pour calculer votre besoin en fonds de roulement, pour voir les structures, la progression que vous avez faite, c'est quand même utile, non ? Alors pour moi, le centre de gestion, je vais donner simplement mon numéro d'adhérent. Je suis le numéro 403. Donc je fais partie des adhérents qui sont depuis le début. Alors le centre de gestion, bien sûr que je connais, puisque bon, j'ai expliqué tout à l'heure que j'ai commencé mon entreprise en 1973 avec un CAP de plombier chauffagiste, sans aucune connaissance en comptabilité, sans aucune connaissance en rien. Et j'ai commencé à travailler tout ça, mais bon, avec beaucoup de difficultés parce que je ne savais pas grand-chose. Et en fait, le centre de gestion, pour moi, ça a été l'élément déclenchant, si vous voulez, qui m'a permis, grâce aux formations que j'ai pu avoir, comment créer une SCI, sinon je ne l'aurais jamais fait et je n'aurais pas pu avoir de local commercial parce que je louais mon local. Comment créer une SARL, voilà. Tous ces outils, moi, grâce au centre de gestion Midi-Pyrénées, puisque je suis de la région, là, je les ai vraiment utilisés. Et puis après, bon, moi, autre chose que je veux dire, j'ai utilisé aussi des formations personnelles, donc, qui ont été aussi pour moi un outil important, dans le sens où bon, j'arrivais à manager 5-6 personnes, et puis parce que je voulais tout contrôler, tout diriger. Et à travers les formations qui nous ont été offertes au centre de gestion, comment améliorer vos capacités de chef d'entreprise, etc., eh bien, ça m'a permis justement de pouvoir déléguer, de comprendre la délégation, de comprendre tout ça et d'arriver à structurer une entreprise. Quand je suis parti, nous avions 32 personnes. Donc bon, oui, merci au centre de gestion, voilà ce que j'ai envie de dire. Vous avez fait peur un instant, mais nous sommes rassurés maintenant.
La meilleure réponse qu'on pourrait apporter, Michel, c'est que les deux entreprises étaient adhérentes avant la transmission et elles sont toujours adhérentes après la transmission. Voilà. Et moi, juste aussi dire que M. Corot m'a payé 2 ans de formation au CGA. Voilà, avant de reprendre la société, il m'a dit, Patrick, si tu fonctionnes comme ça, tu n'y arriveras pas, en fait, tu ne seras pas un chef d'entreprise parce que tu ne prends pas le bon outil pour parler aux personnes. Donc mais moi, ouais, arrivant du terrain, je ne savais pas. Donc il m'a envoyé en formation un jeudi par mois pendant 2 ans. Donc là où j'ai fait 2 ans de formation et je peux vous dire que ça m'a fait du bien. Et si aujourd'hui, je n'ai pas eu peur de reprendre une société, c'est parce que derrière, j'avais compris plein de choses par le biais des formations. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, adhérent, expert comptable, CGA, c'est aussi une équipe. Je vais passer peut-être la parole à M. Bessières pour qu'il puisse faire une conclusion.